Votre émission médicale vous est présentée en partenariat avec santémaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Les internautes qui vont nous voir me connaissent plus comme journaliste spécialisée dans le domaine de la santé. Ceux qui me suivent depuis quelques années ne seront pas surpris que de temps en temps, je fais quelques diversions. Je vous propose d'aller retrouver dans le sud-ouest Cédric, en fait un jeune papa, Cédric, qui m'a interpellée parce qu'il y a quelques jours de ça, j'ai reçu un appel à signer une pétition pour que ce jeune papa que vous découvrez là tout de suite puisse récupérer sa fille. Alors, en tant que femme franco-algérienne, je suis d'autant plus sensible à votre cause, Cédric, parce que vous n'avez pas revu votre fille depuis janvier 2017, parce qu'elle a été enlevée. Elle est quelque part en Algérie avec votre ex-femme qui est de nationalité algérienne. Oui, Comment ça ça fait depuis janvier 2017 que j'ai pas vu Meriem. L'affaire en elle-même a commencé en décembre 2015, il y a 4 ans et demi, par des vacances en famille avec ma femme de nationalité algérienne et notre fille Meriem, née en France. On vivait en France et au cours de notre première vacances à Troyes, pour présenter Meriem à sa famille algérienne, il y a eu un déplacement de Meriem opéré par ma femme et ma belle-mère. Donc à partir de là, 4 années de procédures, etc., pour faire reconnaître mes droits paternels et surtout les faire appliquer. Parce que comme vous l'expliquez depuis plus de 4 ans, vous ne la voyez plus, vous n'avez plus de nouvelles sur une petite fille qui a aujourd'hui 5 ans, qui a eu 5 ans il y a... Elle a eu 5 ans le 20 juin, Oui, donc voilà, c'était il y a une dizaine de jours. Meriem, elle est née un samedi 20 juin et son 5e anniversaire tombait pour la première fois un samedi aussi. oui. Une veille de fête des pères, elle est née la veille de fête des pères. Et depuis sa naissance, c'est vrai que notre lien était très très fort. Elle a dit papa en premier, elle me tendait les bras, elle avait même pas 6 mois. Tous les soirs, on chantait les mêmes chansons. Enfin, on avait créé un lien vraiment très spécial. Et c'est vrai que se retrouver comme ça, séparés du jour au lendemain, euh, ça m'a fait un choc à moi et ça lui a fait un choc à elle aussi, parce que j'ai pu la retrouver. Après cette première disparition, on va dire en décembre 2015, j'ai pu la retrouver au bout de 2 mois. La première démarche que j'ai faite pour la retrouver, c'était saisir les ministères de la Justice, parce que c'est les ministères qui sont compétents pour mettre en œuvre une convention entre les deux pays, pour localiser l'enfant et faire qu'un lien puisse se recréer. Et ça a pu se faire par des visites provisoires en 2016, le temps qu'une procédure de divorce se mette en place sur requête de mon ex-femme en Algérie et sur requête personnelle en France. Euh, donc un lien a pu se recréer comme ça dans le huis clos maternel au domicile de celle qui était toujours ma femme à l'époque et ma belle-mère. Dans des conditions vraiment très compliquées, un lien a pu se recréer. Et c'est vrai qu'à la première fois que j'ai retrouvé Meriem, 2 mois après sa disparition, j'ai vu le changement. C'est ça qui m'a marqué. J'ai vu, en un regard, j'ai pu voir qu'elle avait changé, que c'était plus le bébé éveillé qu'elle était 2 mois auparavant. C'était plus la même lumière dans ses yeux. C'était tout un tas de choses que je pourrais difficilement décrire sans, voilà, sans que l'émotion déborde. Mais dans ces conditions-là, on a réussi à, à recréer quelque chose, des conditions qui étaient vraiment très difficiles. Voilà, ça c'était durant l'année 2016. Et pour, euh, pour que ce lien puisse se recréer, j'ai choisi de quitter notre logement à Auch, on habitait à Auch dans le Gers, de vendre tout ce que j'avais, de quitter mon travail, j'étais assistant d'éducation à l'époque, et j'ai pris ma voiture et je suis allé m'installer à Alger, près du quartier où elle résidait désormais, chez ma belle-mère à Alger. Et c'est à ce moment-là, quelque temps après mon installation, qu'une deuxième disparition a eu lieu. On me communique mon ex-femme communique à mon avocat de l'époque une adresse où elle prétendait déménager, à Adrar, dans le Sahara.
à 1500 km au sud d'Alger, soi-disant pour des raisons professionnelles. Pas très clair, hein. Voilà. Moi qui ai lu, vous avez eu la gentillesse et l'amitié de me transférer certains documents tels que les comptes rendus d'audition. Et c'est vrai que à la lecture, je suis pas fan de justice, mais c'est vrai qu'on est un peu surprise des réponses qui sont apportées, sans remettre en cause la manière dont ont été conduites les auditions. Mais c'est vrai que on insiste sur une adresse qui n'est jamais vérifiée, elle explique effectivement, elle dit qu'elle déménage pour des raisons professionnelles, mais qui reste très floue parce on lui donne un logement à Adrar, mais finalement qu'elle dit ne pas occuper parce qu'elle n'a pas encore travaillé. Enfin, il y a effectivement des choses qui sont assez, qui peuvent attirer une certaine suspicion. Dès le début, moi, je n'y ai pas cru, évidemment, parce que Pourquoi connaissant le lien, ta famille pour est à Alger? elle n'a aucune origine du Sahara. Elle est quartier de Arrache, à Oui. Alger, un quartier populaire. Elle a toujours grandi là-bas. Au bout de 10 jours, j'ai fait vérifier par un huissier à Adrar que l'adresse était fictive. Puis une deuxième fois, 2 mois après, en mars 2017, euh, nouveau constat d'huissier à Adrar. Euh, de là, j'ai fait des demandes d'intervention au parquet d'El Arrache à Alger pour qu'ils mettent un terme à tout ça. Il y a eu des citations devant le tribunal. Elle a reversé des documents qui comportaient sa fausse adresse, des contrats de travail. Elle disait si les huissiers n'ont pas trouvé l'adresse, c'est qu'ils ont mal cherché. Mais l'adresse existe bel et bien. Donc il y avait des relax. Et puis on me demandait de retourner à Adrar pour faire des vérifications. Donc après avoir saisi les huissiers à Adrar, j'ai saisi le parquet. Et le parquet a attesté en novembre 2017, après enquête approfondie, que cette adresse n'existait pas. Mm. Et c'est vraiment là que tout un système d'entrave va se mettre en place, parce que, évidemment, tout le fruit de mes recherches était transmis au ministère de la Justice algérien, euh, qui est compétent pour faire appliquer cette fameuse convention avec la France. Donc en novembre 2017, le ministère algérien a vraiment connaissance que l'adresse d'Adrar est fausse. En décembre 2017, un mois après le PV du parquet d'Adrar, il y a 2 condamnations fermes par la Cour d'Alger pour non-représentation d'enfants. Et en mai 2018, les autorités françaises reçoivent une correspondance du ministère algérien disant que Madame habite à Adrar et qu'elle ne s'oppose pas à mon droit de visite, en retranscrivant l'adresse reconnue fausse par le parquet d'Adrar. Ce qui est quand même gravissime. J'ai cru hurler, moi, quand j'ai vu cet écrit. J'ai cru hurler. Ça m'a obligé à retourner à Adrar, refaire des vérifications. C'était il y a 2 ans, 2018, ça remonte à 2 ans. Il y a 2 ans, là, à l'heure, il y a 2 ans jour pour jour, je me trouvais à Adrar, sous une cinquantaine de degrés, à marcher dans des rues, il me semble que c'était pendant le ramadan, des rues désertes, à chercher une adresse à nouveau qui n'existe pas, en sachant très bien que je ne la trouverais pas. Donc, il a fallu réengager des enquêtes, des investigations, mobiliser plusieurs brigades, etc. Voilà, c'est une entrave à l'origine par mon ex-femme, mais avec un jeu de complicité. Moi, maintenant, je, je ne cache plus les mots, c'est la complicité du ministère algérien dans ce qu'elle fait. Avec en plus une tentative même de vous faire porter le chapeau, de dire que vous étiez une requête pour, je crois, en violence, ce genre de choses, pour essayer de vous faire passer pour le méchant dans l'histoire. Oui, la principale, la grosse accusation, c'est la mécréance, parce que c'est Oui, l'arme de merci. prédilection, on va dire. C'est le converti Mais qui est qui pas a renié converti, l'islam, qui est pas converti. l'apostat. Voilà. Il n'était pas converti, il n'était pas sincère. Voilà, c'est l'apostasie. Elle a fait des plaintes pour ça. Elle a basé sa requête en divorce sur ça. Euh, Tout tourne autour de la religion, hein. Quoi que je fasse, quoi que dans toutes les procédures, tous les procès, toutes les audiences, il va faire de Myriam une chrétienne. Voilà, me coller l'étiquette de danger par rapport à ça. Ouais, ouais. Dans un climat où malheureusement l'islamisme est souvent mis à l'index, j'imagine qu'effectivement les deux pays sont dans une situation un peu compliquée. Le cas que vous évoquez, qui est votre histoire douloureuse, malheureusement, elle n'est pas unique. Le problème, la problématique, comme ça, des enfants
né de couples mixtes et beaucoup de franco-algériens. Avant d'expliquer un petit peu, que vous reveniez de manière chronologique sur la rencontre avec la mère, avec votre épouse et la mère de votre fille, on évoquera également les accords, parce qu'il y a une convention qui a été signée entre la France et l'Algérie. Donc, votre épouse, parce que ça fait partie aussi de certaines spéculations. Certains ont dit que vous l'avez rencontré, ça commençait forcément mal parce que vous l'avez rencontré sur les réseaux sociaux. Je veux bien que vous nous expliquiez la manière dont vous avez rencontré votre future femme. C'était sur un forum de discussion, c'était même pas un forum de rencontre, c'était pas le but de nos premiers échanges en tout cas. Elle m'a écrit en premier euh, en réaction à un message que j'avais pu poster sur, alors je sais plus quel thème, mais de là un lien s'est créé, des discussions et puis euh, on a quand même mis, avant de se marier, on a mis 4 ans. Donc j'ai je suis allé la voir en premier en Algérie pour la rencontrer, pour connaître sa famille. Et des voyages à peu près tous les 6 mois, j'habitais à Paris. Et, euh, et voilà, jusqu'au mariage, on a, Avec on a un approfondi la mariage, relation de cette manière. oui, avec un Comment? mariage qu'on explique, pour lequel vous avez accepté d'épouser la religion musulmane, parce que de toute façon, il était hors de question. Les choses auraient peut-être été différentes si le mariage avait été initialement célébré en France, mais en tout cas, le mariage, l'union étant célébrée en Algérie dans une famille vraisemblablement très pratiquante, vous avez accepté. Enfin, ça n'a pas été une question de façon vraisemblablement sur laquelle vous êtes interrogé très longtemps. Vous avez épousé la religion musulmane pour pouvoir vous rapprocher, adhérer et faire en sorte d'appartenir à cette nouvelle famille. Voilà, en mon âme et conscience, la conversion a eu lieu à Alger, 3 ans avant le mariage. Voilà, 3 ans avant le mariage, donc c'était une décision personnelle, réfléchie, euh, et voilà. Mm. Donc c'est vrai que c'est la condition aussi là-bas pour que la femme puisse épouser un étranger, c'est qu'il soit musulman. Ça fait partie, je pense que c'est dans le code de la famille, enfin c'est dans la loi, Je le connais mal, voilà. votre famille là-dessus, mais je vous fais confiance. Mais, Ouais. bon, mon erreur aura peut-être été justement de ne pas regarder la loi là-bas avant de me marier. Ouais. Parce que, Cédric, si évidemment, après, on se retrouve dans une séparation et une situation de revendiquer ses droits si on ne connaît pas la loi locale, on part avec 10 longueurs d'avance et pour rattraper son retard, souvent le mal est fait. Et voilà. Mais aujourd'hui, je suis toujours dans le combat, quoi. 4 ans après, pour moi, c'est plus une affaire familiale. Pour moi, c'est plus. Je regarde même plus euh, mon ex-femme, mon ex-belle-mère, c'est vraiment les autorités algériennes. Parce que toute ma concentration est portée sur ça, sur faire appliquer des décisions que j'ai qui sont définitives et qui n'attendent qu'à être appliquées. oui, c'est Avec ça. des autorités qui font partie. On rappelle que la justice vous a donné, entre autres, un droit de visite qui n'a jamais été Alors, respecté. la justice en France, la première décision rendue, ça a été une décision française et ça a été la raison pour laquelle j'ai saisi la justice après la disparition de Myriam. C'était vraiment pour que soit reconnue sa résidence en France, parce qu'à part bon, l'acte de naissance, les preuves de notre vie en France, j'avais aucune décision qui reconnaissait, voilà, qui imposait sa résidence en mon domicile en France. Donc la première décision française, c'était d'une ordonnance de la justice du tribunal d'Auch m'accordant le droit de garde. Mais je n'ai pas pu obtenir la reconnaissance de cette décision en Algérie. Et en Algérie, c'est un autre jugement, le jugement obtenu sur requête de mon ex-femme, qui m'accorde un droit de visite qui est censé s'appliquer. Euh, et donc voilà. Donc j'ai accepté cette réalité-là de me retrouver réduit à un droit de visite en quittant ma vie en France. Et on voit que 3 ans et demi après, voilà, le droit ne s'applique toujours pas. Il y a un jugement qui a été rendu pour rien, quoi. Si je peux résumer, j'ai des jugements, j'ai des formules exécutoires qui demandent à ce que les droits s'appliquent, etc. Mais tout ça, c'est du papier. C'est du papier, ça ne s'applique pas.
avec, tant que votre ex-femme et votre fille restent en Algérie. On peut imaginer que si éventuellement elle revenait en France, il y a un mandat d'arrêt qui est contre elle. Mais Voilà. bon, on peut imaginer qu'elle est bien conseillée, que pour l'instant, elle va faire en sorte de ne pas quitter le territoire algérien. Et puis elle est surtout avertie parce qu'elle a été appréhendée par la police là-bas qui lui a signifié le mandat d'arrêt décerné par la justice française. Il y a une condamnation pénale ici en France pour enlèvement, soustraction d'enfant par ascendant. Euh, donc oui, évidemment, euh, elle, voilà, Elle est au courant des elle- risques qu'elle court. oui, voilà, puisqu'elle a été appréhendée et signifiée de ce mandat d'arrêt. Mm. Donc, Alors, on peut imaginer, Cédric, et là, pareil, je réitère mes propositions tout à l'heure, si la question vous semble trop indiscrète, je vous autorise à vous dire que ça ne regarde pas, mais on peut imaginer qu'effectivement, comme tout couple, même non mixte, il peut y avoir des discordances et qu'on décide au bout de quelques années de se séparer. Euh, vous acceptez, en fait, c'est pas le divorce ce que vous ne supportez pas, c'est le fait qu'effectivement, on vous a littéralement retiré votre fille. Votre fille a disparu un jour, vous avez appris, j'imagine, comment avez-vous appris que votre fille avait été enlevée, même si c'est par sa propre maman, mais vous n'étiez pas au courant de ce voyage prévu, et tout est fait pour vous décourager vraisemblablement. à l'origine, les vacances, c'était des vacances en famille. Hmm. C'est-à-dire, Elle évidemment, sa fuite là-bas, Oui, je m'y attendais pas, ça c'est sûr. Ça s'est fait pendant que j'étais sous la douche. On était hébergé chez ma belle-mère. Et en sortant de la salle de bain, là, mais il n'y avait plus personne. Il restait ma belle-sœur qui m'a dit en baissant le regard, elles sont parties, mais elles vont t'appeler. Et c'est à ce moment-là que mon ex-femme m'a fait savoir que je rentrerais seul en France et il fallait les oublier, elle et Myriam, sans explication. Donc, euh, je dirais, voilà, ce contre quoi je me bats, c'est vraiment le déni de justice. C'est ça. C'est des droits qui sont reconnus. En Algérie, je ne demande pas à ce que la décision française s'applique. Je demande à ce que la décision algérienne s'applique. Le droit de visite, c'est 4 heures le vendredi, 4 heures le samedi, c'est la moitié des vacances. C'est un droit de visite classique. Alors, étant français, évidemment, il y a le fameux argument, en plus de la mécréance, c'est quand il aura l'occasion, il va prendre la tangente et rentrer en France. et d'ailleurs, petite Euh, question, votre fille, est considérée comme binationale, parce que étant née en France, Myriam, alors, à en quoi de France, nationalité? elle est évidemment française euh, et elle a la nationalité franco-algérienne, elle a une maman algérienne, un passeport algérien avec lequel on avait voyagé. Et, mais en Algérie, quand on lit les documents, les lettres, etc., c'est l'enfant de nationalité algérienne. Évidemment, tout le côté français est détruit. Oui. Euh, donc, Meriem n'a plus de papa. On a non seulement enlevé ma fille, mais on a enlevé un papa français à une Oui. enfant, considérée uniquement comme algérienne. On a enlevé une famille paternelle à Meriem. On a enlevé une grand-mère, un grand-père, des cousins, des cousines, des tantes, des oncles. Euh, donc, euh, euh, donc voilà. En Algérie, oui, elle est algérienne, elle n'est pas française, elle n'a rien voilà, Oui. de Vous français. espérez, enfin, on espère surtout que cette vidéo soit vue, que Myriam sache que son papa s'inquiète pour elle, qu'il pense fort à elle. Si aujourd'hui c'est votre préoccupation, c'est de savoir qu'elle a 5 ans, un peu plus de 5 ans, c'est de garder le lien d'une manière ou d'une autre, savoir que, espérer que quelqu'un qui connaît Myriam va pouvoir lui dire, lui répéter que, parce qu'elle n'a peut-être pas accès à Internet aujourd'hui, mais savoir qu'il y a un papa qui pense à elle, qui a acheté des cadeaux pour son anniversaire. Je crois que la petite poupée que j'aperçois en arrière est prévue pour elle. C'est ça qui vous importe aujourd'hui, c'est de garder, de préserver, ou en tout cas de renouer un lien, que Myriam sache que son papa pense à elle. C'est renouer un lien et c'est beaucoup plus que ça, c'est euh, c'est m'assurer qu'elle aille bien, Mm. c'est la sauver d'une situation où vraiment une situation à risque pour elle. Déjà être exclu d'un de ses parents, qu'il soit père ou mère, moi je considère ça comme une maltraitance.
Oui. Surtout quand le parent est aimant et ne demande qu'à passer du temps avec son enfant et à l'aimer. Mais et puis il y a le contexte aussi. On me fait subir tout ça parce que je suis un mécréant. Mm. Donc Myriam va grandir avec l'idée que son père n'a pas le droit de passer du temps avec elle ou est privé de son papa parce que voilà, il n'est pas tout à fait Ouais, comme il comme, faudrait. Mm. comme il voudrait. Et puis il y a aussi des déplacements. Je vous parlais d'Adrar, le Sahara, c'est une zone à risque et dans les enquêtes que j'ai présentées donc à l'ONU, parce que maintenant c'est une affaire que je porte devant l'ONU contre l'État algérien, et je l'assume, hein, voilà. Il y a des déplacements de Meriem dans le désert par sa mère pour faire croire qu'elle y habite. Et c'est sa mère elle-même qui le déclare devant la police lors d'une audition en bonne et due forme. Donc, euh, donc voilà, il y a une mise en danger que je dénonce sur un plan affectif, mais aussi physique. Oui, parce que Donc, je pense que il n'y a rien de pire comme torture de ne pas, donc de ne pas savoir ce que devient votre fille, où elle est, euh, comment matériellement se passe sa vie, et puis dans les échos que vous avez eus, et puis vous-même vous l'avez pratiqué un petit peu, une grand-mère qui vraisemblablement, même si elle n'est pas responsable de toute la situation, a quand même une bonne part de responsabilité dans cette espèce de stress d'emprise qu'elle peut avoir sur votre ex-femme, et on peut l'imaginer du coup sur votre fille qui serait, pardon, je vais être un peu dur, mais qui serait le fruit du péché. Donc, on peut imaginer qu'effectivement, Myriam ne grandisse pas dans un environnement complètement serein. c'est certain, et pour, oui, c'est certain, et puis c'est- on m'a souvent conseillé là-bas de parler, de demander à des hommes de faire la médiation, demander à son père, à ses frères, etc. Mais il Ouais, n'y a pas de papa, il n'y a pas de frère. oui, Et il n'y a que la belle-mère toute puissante dont les policiers me disent, les policiers de leur quartier me disent qu'elle est trop forte pour eux, qu'ils peuvent rien pour moi parce ah, que oui. ma belle-mère est trop forte. Donc au début, quand on est nouveau, ben, on ne sait pas ce que ce mot Ouais, fort englobe. Mais quand on voit les murs dressés sur place et ces magistrats qui voudraient agir, parce il y a vraiment, je ne voudrais pas noircir le tableau, il y a vraiment des gens qui font beaucoup pour moi là-bas. Il y a des hommes de droit, des femmes il de y a une, droit, il y a une décision, mais pas d'application. pas d'application. Au moment où des magistrats, que c'est leur qualité, voudraient euh, faire qu'un lien soit renoué, me convoquent pour une confrontation où ils imposeraient la présence de Myriam, etc. Je viens le jour J à leur H et il y a personne et on me fait savoir que le juge finalement il n'est pas là et voilà mais Inch'Allah hein, ça se fera. Donc non, il y a des interventions permanentes. Je peux pas. Euh, Mais on n'avait pas les. je pourrais donner quelques exemples. Je pourrais donner quelques exemples, mais quand je vais voir un président d'un tribunal pour qu'il fasse quelque chose, je venais à l'instant de faire constater par un huissier une non-représentation. C'était un mercredi pendant les vacances scolaires. J'ai un droit de visite pendant les vacances aussi. Je vais le voir pour qu'il agisse. Il me fait patienter. Il était très déterminé à faire quelque chose, à appeler l'huissier, etc., etc. Et au moment où il me fait re-rentrer dans son bureau, ben, c'était fini. Non. Il baisse la tête et entre-temps, ben, un coup de téléphone et c'est bon. Les bonnes intentions, les gens qui voudraient intervenir là-bas, on leur dit non, n'intervenez pas, etc. Donc, c'est l'impression quand je fais mes démarches, quand je me démène pour faire que un lien soit recréé, c'est l'impression de me battre contre un ennemi qui n'existe pas, qui est invisible. Et puisqu'il faut désigner quelqu'un, moi je désigne le coupable, ce sont les autorités algériennes. Et puis ce sera à l'ONU de déterminer leurs responsabilités suite à la plainte que j'ai déposée là-bas.
Sachant que, je veux dire, le temps ne joue pas contre vous. Je pense que toutes les années qui viennent de s'écouler, même si au début vous n'aviez pas imaginé que les démarches allaient être aussi longues, vous êtes dans votre démarche sincère et c'est la raison de mon souhait, de ma proposition de vous donner, la parole aujourd'hui, parce que souvent on a tendance à dire que dans un divorce avec enfants, c'est souvent les pères qui ont tort. Il suffit de vous connaître et de vous suivre depuis quelques minutes pour savoir que la sincérité se lit sur vos yeux et que vous n'êtes pas en train de jouer un rôle. Hein. Les larmes sont sincères. C'est pour ça que je voulais vraiment, moi, dire qu'effectivement, il faut en sortir. Vous n'êtes pas le seul, malheureusement. C'est terrible. Ça peut prendre des années. Et ce que je disais, c'est que matériellement, vous faites comment, Cédric? Parce que depuis des années, en fait, vous étiez journaliste. Hein. Vous êtes... De formation, Oui, j'ai été formé en journalisme. oui. Après, j'ai bifurqué, bon, pour des raisons familiales, ma vie de famille. Donc, tout ça a fait que j'ai dû me reconvertir. Et, euh, et donc là, je travaille dans l'hôtellerie en ce moment. Mais matériellement, euh, c'est tellement secondaire et à la fois, on a besoin de ça pour être efficace sur le terrain. Euh, Ça a des répercussions dans la vie de tous les jours ben, qui sont inchiffrables. Hein. Le plus gros du préjudice, c'est vraiment être privé de l'amour de son enfant. Mais c'est vrai que quand j'ai décidé de partir en Algérie, de m'installer en Algérie pour me soumettre à un jugement qui me donnait droit de visite là-bas, euh, j'ai évidemment déclaré ce déménagement aux administrations ici en France qui ont coupé donc mes droits. J'étais au chômage à l'époque, après la rupture de mon contrat de travail. Donc plus de chômage, plus rien. J'ai passé plusieurs mois en Algérie avec 0 € tous les mois. Et c'est à ce moment-là que je reçois non seulement ce changement d'adresse à Adrar par mon ex-femme, mais en plus un rappel de toutes les pensions que je devais payer là-bas. Donc en une pierre deux coups, elle m'a signifié une adresse qui était fausse. Elle a signifié à mon avocat, qui a Oui. accepté de recevoir ça quand même à mon ancien avocat algérien, et une injonction de paiement de pension que je ne pouvais pas régler dans les 15 jours, parce qu'on a 15 jours pour la régler. Mais le code pénal nous donne 2 mois après. Le code pénal algérien nous donne 2 mois pour nous acquitter de la somme. C'est ce que j'ai pu régler dans les 2 mois. Mais au bout de 15 jours, l'huissier lui a fait un PV de non-paiement de la pension et elle m'a attaqué direct. Et elle a dit qu'elle était obligée avec le PV de non-paiement que lui a établi l'huissier, elle s'est justifiée après lors des affaires de non-représentation en disant j'ai dû partir travailler dans le sud parce que j'ai un ex-mari qui ne me paye pas la pension, je suis obligée de partir dans le sud pour trouver un travail. Et cette femme-là est la fille d'une ancienne présidente de multinationale en Algérie qui roule sur l'or. Donc voilà, vraiment le vice à son paroxysme, quoi. Et Alors donc qu'il serait, voilà. ouais, alors qu'il serait plus simple, je dis, il n'y a rien de pire que de mettre dans une affaire de divorce, de séparation, un ou les enfants comme garant d'une séparation, enfin, de s'en servir comme un règlement de compte entre un couple qui ne s'entend plus. Donc, j'espère que la maman, enfin, que madame, vous verrez, moi, en tant qu'enfant de parents séparés, ça laisse des traces, hein, quelle que soit la situation. Donc, je pense, madame, si vous m'écoutez, si vous entendez, si vous aimez votre fille, on met de côté votre ex-mari. Si vous aimez votre fille, si vous vous inquiétez du bien-être de votre fille, posez-vous la question. C'est vrai qu'on pourrait dire que votre ex-femme, vraisemblablement, a grandi sans la présence d'un papa. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, Cédric, en aparté, c'est que tout psychiatre ou psychologue digne de ce nom dirait qu'il n'y a pas de fatalité, qu'on ne reproduit pas systématiquement les schémas qu'on a vécus. Donc, madame, faites preuve d'un peu de bon sens. Pensez à votre fille parce que je vais être un peu dure envers elle, que je ne connais pas et elle pourra m'attaquer si elle le veut. Il n'y a pas de souci. Je suis prête. Je n'ai aucune crainte là-dessus. Euh, ne faites pas aujourd'hui ce que vous risquez que demain votre fille vous fasse. Donc, vous la privez aujourd'hui d'un papa, elle saura que son papa l'aime, pense à elle, s'inquiète pour elle et ne demande que son bien-être, de faire juste respecter la loi. Donc, madame, faites attention parce qu'il y a une justice en France, il y a une justice en Algérie. Et même si c'est compliqué en ce moment,
il va falloir qu'à un moment, elle ne pourra pas sans cesse être en fuite, se cacher, échapper à la justice algérienne. C'est compliqué, c'est long. La situation de contestation qu'on vit en Algérie depuis un peu plus d'un an, effectivement, a sans doute freiné quelques démarches, mais voilà. On va rappeler que la coupable, c'est elle et la victime, c'est vous. Je pense qu'il est important de le dire, qu'on l'entende. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'homme, on a tendance à dire, comme je le disais un peu plus tôt, on stigmatise les hommes. Non, non, il y a des hommes qui sont malheureux aussi. Il y a des hommes qui, dans un couple, dans un divorce, souffrent et que c'est pas forcément toujours celui auquel on pense qui est responsable. Tout ça pour dire, ça c'est mon coup de gueule. Je l'ai dit tranquillement parce que je ne veux pas m'énerver. Je ne veux pas qu'on trouve l'excuse de dire la journaliste s'est fâchée et elle nous a insultés. Mais voilà, je pense qu'en tant que femme, j'espère qu'elle l'entendra. Vous avez le soutien en plus, hein, vous le disiez, de beaucoup de personnes en Algérie. Les médias vous ont aidé. Euh, Oui, les les associations médias, de femmes. puis les Algériens, Oui, beaucoup de femmes, oui, des hommes aussi, mais je veux dire, au moment où il faut me donner des renseignements, des informations, où il faut prendre un peu de risque. Je dirais que je tiens à leur rendre hommage à certaines. Je peux pas dire qui c'est parce que, non, 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 bien et sûr, même, oui, on je est veux dans une dire, je peux procédure qui même en pas oui. localiser, Non, rien non, de non, bien sûr. sur En eux plus, parce que oui, c'est- oui. En plus, il- on est dans une procédure qui est en cours, en plus, Cédric. des procédures qui est Mm. oui, des procédures qui sont en cours Et voilà, faut et pas. puis tous ceux qui m'ont aidé ont fini par être approchés, intimidés. J'ai une avocate qui a fait un travail admirable pendant à peu près 2 ans et qui a fait l'objet de menaces de mort, etc. L'avocate des Français, l'avocate des mécréants, ton sort est la mort, etc., placardé sur la porte de son cabinet. Et je vous parle on était le 19 décembre 2017 et c'était 5 jours après 2 condamnations fermes contre mon ex-femme. Donc, euh, tous ceux qui ont souhaité m'aider à un moment donné ou à un autre se sont fait approcher, se sont fait intimider de diverses manières. Donc, il n'est pas question de mettre en danger ceux qui m'ont aidé. Mm. Cédric, on disait vous avez saisi l'ONU. Ce sont des démarches qui vont continuer à être longues. Vous avez même, au préalable, écrit aux deux présidents de la République, algérien Oui, et français. c'est ça. J'ai lancé une pétition le 25 mai dernier. Euh, voilà, donc on peut retrouver sur change.org. Et c'est une pétition où j'appelle les deux présidents, maintenant euh, que j'ai des jugements définitifs, etc., que j'ai vraiment épuisé tous les recours sur place en Algérie. Je demande aux deux présidents d'intervenir parce que cette affaire, à mon sens, a dépassé le cadre de l'affaire familiale à partir du moment où le ministère algérien a joué le jeu de la fausse adresse dans le Sahara, communiqué par mon ex-femme. Donc à ce moment-là, j'attends vraiment une action pour le président algérien. Je peux toujours rêver, mais je le vois mal. Enfin bon, euh, j'espère. J'espère. Ouais. C'est de Monsieur Macron que j'attends beaucoup. Parce que M. Macron, je lui ai écrit plusieurs fois et il me renvoie toujours vers les ministres Mm, compétents, à savoir Affaires étrangères et justice, mm, qui, qui sont venus quand ils sont allés en Algérie en 2019-2020. Ils ont demandé à ce que mes droits s'appliquent, etc. Mais ça n'a rien donné. Donc il faut plus. Il faut plus. On a un droit, ça suffit pas, il faut l'arracher. Donc pour l'arracher, en plus des demandes d'intervention politique, je demande l'intervention de l'ONU. Voilà. Et ce sont des procédures qui sont longues, qui sont risquées pour moi, parce que je vais devoir retourner là-bas. mm. Donc, déjà, ma page Facebook, Un père pour Meriem, a été visée par des plaintes par la partie adverse. Donc, j'ai eu une relaxe en début d'année, en janvier 2020, un procès où je me suis défendu seul, où j'ai dit que la plus belle chose que j'avais faite ces 4 dernières années, c'était vraiment cette page Facebook pour Meriem, parce que tout ce que je fais pour elle, c'est par amour de toute façon. Et la plupart de mes publications, ce sont des lettres pour elle.
Euh, mais le parquet d'El Arach a fait appel contre cette relaxe et il y aura un procès prochainement. Donc, dans le contexte de dénonciation publique des autorités algériennes, j'ai toutes les raisons de croire qu'il y aura des représailles pour moi sous plusieurs formes. Mais voilà, c'est pour ça que je demande aussi que j'interpelle le président Macron. Oui, c'est vrai que dans ce contexte d'épidémie, il vous est impossible de vous rendre en Algérie. Vraisemblablement, ça va être le cas jusqu'à la rentrée du mois de septembre. Mais dès que les vols seront rétablis entre Paris et Alger, votre intention, malgré tous les risques, les dangers que vous évoquez, c'est de retourner, voilà, de tenter, d'aller voir, de retourner sur place, voir qui peut vous donner des nouvelles, avec le risque d'être attendu à l'arrivée à l'aéroport. Ça, vous mesurez le danger. Ah oui, 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 de toute façon, il suffit de regarder l'actualité là-bas pour voir ce qu'il arrive à des gens qui osent penser et même s'exprimer. Donc, en plus, un Français qui parle et qui dénonce, même si je vais vous montrer parce que Oui, je vous en prie, Cédric. je présente à l'ONU quand même, c'est ça, et ça, c'est une infime partie, c'est près d'un millier de pages. Ouais. Donc, même si j'ai tout ça, même si j'ai des documents officiels, etc., ben, voilà. Donc, je sais qu'il y aura des représailles sous plusieurs formes possibles. Je le sais, j'en suis convaincu. L'histoire de mon affaire, l'historique de mon affaire le démontre. Oui. Euh, donc, euh, donc voilà. On aurait Mais voulu que vous taisiez, comme vous avez décidé de ne pas vous taire. non, 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 parce que encore une fois, c'est pas pour moi que je fais tout ça. C'est pour Oui, Meriem oui, et pour sauver Meriem d'une situation injuste et une situation qui peut avoir des conséquences sur elle, sur son épanouissement psychique, affectif, sur plein de choses qui sont ignorées là-bas. oui. Euh, donc voilà, c'est pour elle que je fais tout ça. Et Je, évidemment, je n'arrêterai pas en si bon chemin. je vous le disais il y a quelques jours que vous aviez mon soutien, avant même de prendre connaissance de tous les documents que vous aviez eu la gentillesse de me transmettre pour préparer cette interview. Vous avez la chance d'avoir le soutien de votre famille aussi, de votre maman. On peut les saluer parce que je pense ils sont là dans les moments un peu compliqués aussi. Oui, c'est et c'est avec ce qui est dur pour eux, c'est que moi étant sur le terrain, je peux me battre. Euh, Vous me demandiez quelles conséquences ça pouvait avoir sur la Ouais, fatigue, sur tout ça. ouais, Je fatigue, mais c'est en même temps ce qui me permet de tenir debout, de me battre. Mais ma famille qui attend ici de revoir Meriem, et c'est pas une menace que je dis quand je dis que ma famille ici en France veut revoir Meriem, c'est pas une menace, c'est un droit. C'est ouais. un droit, justement précisé dans la convention dont on parlait. C'est le droit de visite transfrontière. L'enfant peut circuler librement d'un pays à l'autre en accord avec les deux ministères. Donc, la famille paternelle de Meriem attend de la revoir et se désespère un petit peu dans cette attente. Oui. Vous savez, je sais que malheureusement, le temps, ça va être encore une histoire de quelques mois ou quelques années, mais je sais que tôt ou tard, Myriam saura, j'espère très vite que son papa, la famille de son papa l'aime et l'attend impatiemment. Et puis, il y a quelque chose contre lequel on ne peut pas se battre, c'est que même si ça nous semble très loin dans le temps, un jour, Myriam aura 18 ans et à ce moment-là, plus personne ne pourra avoir de pression sur elle. C'est aussi ça qu'il faut se dire. Même si, effectivement, elle n'en a que 5. Et puis, je vous souhaite sincèrement, Cédric, qu'on va tout faire pour. Alors, est-ce que vous souhaitez que les personnes qui vont voir ce témoignage aujourd'hui vous contactent, si elles ont des informations, ou vous souhaitiez juste livrer, voilà, votre vécu pour sensibiliser la population? Qu'est-ce que vous attendez, au-delà du fait que on espère effectivement l'assouplissement et la compréhension du ministère de la Justice algérienne, dont on vous évoquait justement les représentants compétents, efficaces, mais des certaines vraisemblablement influences dans les décisions. Comment on peut vous aider? Comment peuvent vous aider éventuellement les gens qui vont vous voir ici, mais surtout en Algérie? En vous donnant des informations, en vous donnant des nouvelles de Myriam? Euh, Vous le faites dans oui, ce... Oui, dans un cadre privé, évidemment, me contacter à travers ma page Facebook Un père pour Meriem. Pour, ce ne seront pas des informations qui seront exploitées pour aller oui, tenter quelque chose là-bas.
parce que mon droit de visite, c'est des jours, des heures, avec un huissier le plus souvent. Donc, mais pour être rassuré, pour savoir où elle est, pour avoir des informations, Pour savoir qu'elle va bien déjà. savoir qu'elle va bien, parce que j'ai eu allez, trois petites informations comme ça ces 3 dernières années et demie. Ben, ce ne sont pas des choses qui me rassurent. Bon, ce sont peut-être des mots mal trouvés par les personnes qui ont voulu me... Sans doute, sans doute. Voilà. Mais quand j'entends qu'elle est pâle, ou ça peut pas me, Ouais. ça peut pas me Alors, rassurer, quoi. Après, être nourri, logé, tout ça, j'ai aucune. aucune inquiétude. Je sais qu'elle est, j'espère, bien traitée sur ce plan-là. J'ai pas de doute parce que elles ont les moyens. Mais après, c'est le niveau, c'est au niveau affectif. Que là, je m'inquiète beaucoup parce qu'il y a un bourrage, un lavage de cerveau qui va se faire et qui se fait dès le plus jeune âge. Parce que en 2016, quand j'ai pu aller voir Meriem, pour recréer du lien, ça a été un parcours, ça a été un combat dans le combat. Euh, C'était des conditions impossibles dans un environnement, un cadre créé excessivement, je dirais, religieux, parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la prière, il y a un temps pour l'écoute du Coran, il y a un temps pour les jeux, les musiques avec les enfants. C'était un bébé. On avait le Coran en boucle dans la pièce, on avait des choses comme ça, on avait sa mère à côté qui faisait qui disait qu'elle ne pouvait pas supporter ma présence, etc., ou qui était dans ses lectures compulsives du Coran, des choses comme ça. Et, et j'ai vu l'impact sur Myriam, je l'ai vu, je l'ai vu. Euh, mais voilà, si je dois terminer par quelque chose, une note un peu plus de confiance, tout ça, c'est que en 2016, avec Myriam, on a réussi malgré tout à recréer du lien. Euh, Elle m'a dit je t'aime, elle avait 14 mois. Elle m'a dit à sa manière je t'aime, elle a redit papa. La dernière visite qu'on a eue, c'était le 14 janvier 2017. Avant de partir, elle m'a enroulé l'écharpe autour du cou. Elle m'a fait un bisou et j'ai mis des mois à obtenir un bisou. Ça a été vraiment très compliqué. Et elle m'a fait un bisou et puis depuis ce jour-là, il n'y a plus rien. Depuis 3 ans et demi. Mais je sais qu'à nos retrouvailles, il y a des choses qui vont se réveiller et que progressivement, on recréera du lien. Et pour ça, il faut qu'on soit dans des conditions sereines. Il faut qu'on soit dans des conditions qui soient libres, qu'on n'ait pas de, voilà, qu'on n'ait pas le poids d'une surveillance à côté, de, d'une pression, etc. Voilà. On sera en tout cas, on va proposer aux personnes effectivement pour respecter la confidentialité des infos qu'ils voudront nous transmettre, de passer, de commenter par exemple sur cette vidéo sur la page YouTube et je ferai en sorte de les mettre en contact avec vous. Où effectivement, on mettra en synthé le nom de la page que vous avez créée sur Facebook. Voilà, j'ai salué le courage parce que le courage dont vous avez fait preuve encore aujourd'hui, le courage d'un papa brave, parce que j'imagine bien que la dose de courage et de force qu'il faut trouver, qu'il faut garder pour aller, pour tenir le coup tous les matins et se lever tous les matins et y croire. Moi, j'y crois en tout cas, Cédric. Franchement, j'y crois. Et puis, je me dis que de toute façon, voilà, il y a je suis sûre qu'il y a une petite Myriam qui, dans pas longtemps, saura que son papa l'embrasse, pense fort à elle, et puis que, voilà, qu'elle lui manque. Et ça, je fais confiance sur les vidéos. Vous savez, on peut pas tout verrouiller. On peut pas tout verrouiller. Merci, Cédric. Merci beaucoup.